Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Après la cloche, le balado qui donne la parole aux enseignants et aux acteurs du milieu de l'éducation. Un espace pour réfléchir, partager et surtout prendre soin de soi dans ce merveilleux mais exigeant métier. Je suis François de Carufel et j'anime ce balado avec Pascal Romano. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Salut François! Oui, je vais vraiment très bien. Je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'on parle d'un sujet que j'adore, enseigner les maths. Autrement, j'avais vraiment hâte de le faire, celui-là. Et à mon grand bonheur, ça se propage beaucoup dernièrement. On entend de plus en plus parler de ces approches-là qui vont viser à développer le raisonnement, la discussion et la compréhension. Mais pourquoi est-ce si important et comment on fait ça concrètement en classe? Bien, vous allez le découvrir avec nos invités. Oui, et pour en discuter aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités inspirantes. Ma collègue Annie Gramont, qui est conseillère pédagogique en mathématiques et sciences au primaire, et Catherine Jourdain, enseignante à l'École Saint-Philippe. Bonjour à vous deux. Bonjour! Bonjour! Ces filles-là, aujourd'hui, elles vont nous partager leur vision des maths autrement, leurs expériences et leurs défis. Alors, très heureuse de vous avoir, mesdames. Annie, Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous poser une grande question, mais qui est bien simple à la fois. Pourquoi est-ce que vous avez eu le goût de travailler les maths autrement dans les dernières années? Bien, premièrement, on a découvert ça d'abord en 2018 lors d'un colloque du GREFEM, le groupe de recherche sur la formation à l'enseignement des maths, sur résoudre autrement. Puis ensuite, en 2019, lors de la présentation du référentiel d'intervention en maths, qui est arrivé un petit peu comme en même temps que la pandémie. On se questionnait depuis longtemps sur les tâches traditionnelles qui ne nous permettaient pas toujours de voir ce que les élèves apprenaient, comprenaient. T'sais, on avait souvent des faux négatifs ou des faux positifs. Donc, des élèves qui nous donnent l'impression qu'ils n'ont rien compris, puis que dans le fond, quand on jase avec eux, on se rend compte qu'ils sont pas mal meilleurs que ce que ça nous montre sur le papier. Puis, on a aussi des faux positifs, des élèves qui nous donnent l'impression qu'ils ont tout compris parce que leurs traces sont belles ou qu'ils ont plein de choses décrites sur leurs tâches traditionnelles. Mais quand on jase avec eux ou qu'on les écoute, bien, on se rend compte que finalement, dans des problèmes, c'est plus compliqué que ça. Tout à fait, Annie. Puis, tu sais, je pense que c'était un sentiment qui était vraiment généralisé à l'époque, mais on n'avait pas de clé nécessairement pour... On ne comprenait pas nécessairement ce qui se passait, en tout cas dans mon cas. J'ai eu la chance, moi, d'avoir été invitée à ce référentiel d'intervention-là par toi, entre autres, et par Jean-Luc Lemieux, le conseiller pédagogique en maths au secondaire. Et puis, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Le RIM, donc le référentiel d'intervention en maths, c'était la présentation de plusieurs années de recherche sur nos élèves québécois qui nous disaient, bien, voici ce qui fonctionne super bien avec vos élèves au Québec qu'il faut que vous gardiez. Puis voici maintenant ce qui ne fonctionne pas pantoute. Puis comment qu'on va aller régler ces lacunes-là? Bien, on vous propose des interventions. Un sentiment que j'avais depuis tout le temps, c'était que le réinvestissement était difficile. Hein? On enseignait une notion par semaine, ça continuait, puis là, à un moment donné, on essayait de revenir 3 semaines en arrière, puis poup, c'était gris, il ne se passait rien. Nos élèves n'étaient pas capables de répondre à nos questions. C'était comme s'ils n'avaient jamais vu. Fait qu'on sentait tous qu'il y avait quelque chose qui clochait, là, finalement. Bien, en fait, la recherche sur la pédagogie des maths, c'est quand même assez récent. Donc, faire des maths autrement, c'était un peu comme rendre le RIM vivant. On va dire souvent ça aujourd'hui. Je pense RIM, là, donc c'est le référentiel d'intervention en maths. On aime bien les acronymes, nous, dans l'éducation. Donc, puis, bien, le RIM, en fait,
il y a 2 fondements à ça. Il y a d'abord donner du sens aux mathématiques et ensuite recourir à la résolution de problèmes selon 3 intentions différentes qu'on ne détaillera pas là, spécifiquement aujourd'hui. Donc, ça, c'est les 2 fondements là, de notre référentiel. Mais moi, j'ai quand même envie qu'on détaille, donner du sens aux maths, parce que moi, ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Là, le ministère, il aime ça faire des beaux grands cercles. Là. Fait qu'il avait fait 3 beaux grands cercles, puis il avait mis des mots dedans, comme d'habitude. Et puis là, il y en avait un dans lequel il était écrit la fluidité. Puis ça, la fluidité, on était bon là-dedans. C'était l'enseignement des connaissances, l'automatisation des procédures. Ça allait bien. Puis de toute façon, les manuels de maths, ils nous faisaient travailler ça dans le bleu. Là, c'était pas un enjeu. Ensuite, dans l'autre cercle, il y avait la compréhension conceptuelle. Là, déjà, on sentait que c'était plus dur. Hein? Le quoi, donc le concept, c'est quoi? Le pourquoi on le travaille? C'est quoi le lien entre tous les éléments du même concept? Et c'est quoi les liens entre les différents concepts? Puis ça, c'était peut-être un enjeu parce que souvent, on travaillait un concept un après l'autre. On avait une petite semaine où on révisait, on pouvait mêler 2-3 concepts ensemble, mais après ça, on n'en reparlait plus pendant un méchant bout. Hein? Et finalement, dans l'autre cercle, il y avait la flexibilité. Puis ça, moi, ça m'a confrontée parce que la flexibilité, c'était de mettre en lumière toutes les différentes démarches ou les différentes façons de résoudre un problème. Et moi, là, c'est pas ça du tout que je faisais avec mes élèves. Moi, j'enseignais qu'est-ce qu'il fallait faire au tableau. Là, un coup que tout le monde l'avait fait, je faisais la démarche au tableau. Puis là, après ça, je disais, y a-t-il des élèves qui ont des questions? Puis là, j'avais tout le temps 3-4 cocos qui levaient la main puis qui me disaient, oui, mais moi, c'est pas de même que je l'ai faite. Puis là, j'allais voir, puis je lisais, puis je disais, oui, c'est correct. Mais je voulais surtout pas qu'ils en parlent pour pas mêler les autres élèves. C'était ça, mon souci. Et là, ce référentiel d'intervention-là, il m'a fait comprendre que Caroline, ça pouvait donner quelque chose de mêler les autres élèves, finalement, puis de faire le tour de toutes les démarches possibles, parce que c'était là que ça se passait, les différentes façons, le mélange des concepts, les liens entre les différents éléments. Fait que finalement, mes élèves, ils étaient gagnants là, qu'on fasse ça. Tout à fait. Puis, tu sais, au niveau de la flexibilité, oui, il y a les différentes façons de trouver des solutions à un problème, mais il y a aussi les différentes façons de voir un concept, de se représenter un concept, les différentes stratégies qu'on a en calcul mental, par exemple. Fait que, tu sais, moi, j'étais vraiment pourrie en calcul mental jusqu'au jour où j'ai pu entendre les stratégies des autres. J'ai fait « Ah, ben c'est drôle, hein? J'ai jamais pensé à ça. Mais si je les avais pas vus ou entendus, j'aurais jamais pu m'en servir. » Puis là, je commence à être meilleure à force d'essayer d'utiliser les stratégies que j'ai vues. Puis ça, il y a des enfants qui ont vraiment des stratégies extraordinaires, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on ne leur donne pas nécessairement la parole là-dessus, parce qu'on enseigne une façon de faire, puis on veut que les élèves réutilisent notre façon de faire, qui est bonne aussi. Là. Tout à fait. Je te dirais qu'il y a 2 autres éléments. Là, en fait, le référentiel, oui, il y a les 2 fondements, mais il y a aussi des conditions essentielles pour que les mathématiques se développent le mieux possible. Entre autres, une de ces conditions-là, c'est l'engagement cognitif des élèves par leur participation active. On a là-dedans aussi faire de la classe une communauté d'apprenants, puis on va vous donner des exemples là, avec Catherine tantôt, on l'a vécu. Puis dans ça, bien évidemment, on a la place de l'erreur. Donc, considérer l'erreur comme une étape nécessaire à l'apprentissage. C'est pas grave, chaton, tu vas faire mieux la prochaine fois, mais non, c'est nécessaire de faire des erreurs pour apprendre. Puis ça, bien, en mathématiques particulièrement, où les enfants sont habitués de chercher la réponse au problème, bien, ça place le goût d'essayer, de prendre des risques d'une autre perspective complètement. Fait que quand on place ça déjà en partant avec nos élèves, puis qu'on le vit avec eux, puis qu'on le démontre par notre façon de faire, que c'est super, merci d'avoir fait cette belle erreur utile-là. On va pouvoir s'en servir pour apprendre des choses, puis peut-être pas tomber dans les pièges les prochaines fois. Donc, on apprend de toutes nos erreurs, puis c'est pour ça que c'est super important de rendre ça positif aussi. Pour que l'élève veuille s'engager. Oui, essayer, prendre un risque. Exactement. Il faut qu'il se montre vulnérable, puis il faut que le regard des autres par rapport à ses erreurs, bien, ça vienne pas jouer dans la balance. Puis ça se place. Tout à fait. Puis nos élèves qui sont en difficulté, souvent, c'est ça qu'ils n'essayent pas. Ils ont peur de ne pas faire ça comme il faut dès le début, donc il aime mieux
pas s'investir, pas Ouais. essayer rien. Tout à fait. Puis toi, Catherine? Bien, un peu comme tu le disais, Pascal, tantôt, tu sais, moi, j'avais un sentiment comme prof que j'évaluais pas la bonne affaire en maths. Tu sais, j'avais l'impression que je passais ma matière, qu'on faisait du cahier, que là, il était solide. Après ça, je sortais de ça, puis là, ça marchait plus. Exact. Fait qu'il y a quelques années, j'avais participé à un congrès, puis j'avais eu une journée de formation sur les maths autrement, mais j'ai manqué de temps parce que j'avais le goût, c'était super motivant. Puis après, mais la fin de l'année est arrivée, puis j'ai manqué de temps. Fait que cette année, Annie a lancé l'invitation pour avoir des journées de formation sur comment enseigner les maths autrement. 3 journées complètes. Fait que là, j'ai levé la main parce que c'était particulièrement dédié aux écoles à milieu défavorisé. Donc, C'est ça ton cas. oui, voilà, exactement. Fait que ça a été vraiment une belle invitation. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça y est, là, ça fait 6 ans que j'enseigne en 4e année. J'avais l'impression que j'étais à l'aise. Ben, en fait, c'est pas une impression, c'est un senti dans ce que je suis, dans ce que je suis capable d'enseigner. Fait que je me suis dit, ça y est, on le fait. Puis, on a quand même une réalité dans mon école on a des élèves issus de l'immigration, on a des élèves en difficulté d'apprentissage, en difficulté de comportement. Fait que là, je voulais aller voir. Je me rendais compte que ces élèves-là avaient des compétences mathématiques. Puis je voulais aller vraiment être capable de cibler c'était quoi. Puis ce que j'aimais, c'était la résolution de problèmes. C'est tellement un défi pour nos élèves. Puis je me disais tout le temps, moi, mes élèves, à la fin de l'année, là, je pourrais-tu leur donner 20 puis les envoyer au dépanneur? Ils seraient-tu compétents là-dedans? Parce qu'on ne se le cachera pas, nos élèves, c'est ça qu'ils vont faire en bout de ligne. Puis je me disais non. Fait que qu'est-ce que je pourrais aller faire? Fait que c'est pour ça que la formation avec les maths autrement venait vraiment susciter un autre rôle chez l'élève que je voulais aller travailler un peu. Fait que c'était parfait, là. Super bon. Il y a plusieurs dispositifs pour travailler les maths autrement. On ne pourra pas toutes les aborder aujourd'hui. Toutefois, n'ayez crainte, on va enregistrer un 2e épisode. Mais là, je veux savoir aujourd'hui, là, si vous aviez à choisir de quoi vous avez envie de nous parler, c'est quel dispositif là, qui vous a le plus allumé dans la dernière année? Bien là, moi, c'est sûr que les problèmes déconstruits, c'est un peu mon coup de cœur. Parce que dans le fond, ce que j'ai aimé dans la formation qu'Annie nous présente, c'est qu'on les vit en premier. Fait que là, on a vécu un problème déconstruit. Et là, c'est un court problème qui part d'une vidéo. Et on présente ça, puis là, dans le fond, il n'y a pas trop d'informations, mais l'élève doit aller se poser les bonnes questions et venir nous poser les bonnes questions. Puis là, nous, on a préparé les informations qu'on veut, les réponses à ces questions sur des petits coupons. On leur remet, puis là, ils s'en vont résoudre la situation problème suite à ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas les informations d'un coup. Ça. Ils doivent aller chercher l'information, un peu comme dans la vraie vie. Oui, là. c'est ça. Puis, tu sais, celui qu'on a essayé en premier, c'était, il y a un prof d'édu. Il veut acheter des ballons pour toutes les classes de maternelle et de première année de son école. Comment il va faire? Là, première, c'est ça, là, c'est un peu insécurisant quand même, mais on s'organise bien, on en reparlera, là, mais c'est vraiment agréable. Moi, j'ai essayé les causeries mathématiques. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que, ben là, Annie, tu le sais, là, je t'en ai déjà parlé, mais c'est juste que là, on part d'une image, on jase un peu de ça, et là, après, c'était... Bon, ben les amis, allez chercher votre cahier, on va faire la prochaine étape. Tu sais, on dirait que là, j'avais pas de la misère à trouvé... l'attacher encore. Voilà, oui, mais la semaine dernière, j'ai eu la chance d'avoir une stagiaire qui a voulu animer une causerie mathématique. Oui. Et quand je l'ai vue, j'ai fait « OK, c'est ça que je veux. C'est vers ça, vers quoi je veux m'en aller. » Fait que là, d'après moi, les causeries, je vais les essayer parce que j'ai comme l'impression que j'ai quelque chose que j'ai vu de différent que j'aimerais essayer avec mes élèves. Super bon. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que, tu sais, il faut se donner, nous aussi, il faut essayer, il faut prendre des risques. Puis la première fois que tu as fait une causerie, c'était pas à ton goût, ça n'a pas donné ce que tu espérais, mais ça veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Des fois, on a besoin de voir une collègue essayer ou d'être deux pour voir, après ça, s'en jaser. Fait que, tu sais, la première fois, c'est normal. Nous aussi, on a le droit d'apprendre. Là. Fait qu'il faut se donner le temps d'apprendre, nous autres aussi, puis de faire des essais. Exact. Est-ce que toi, tu veux nous en parler un peu des causeries maths? Bien, les causeries, on en a vraiment plusieurs formats. Là. Tu sais, c'est sûr que le grand défi des causeries maths, c'est de garder ça dans un format 15 minutes, puis de faire parler les élèves plus que nous. Oui. Fait qu'on est habitués, nous, d'animer en avant, puis tout ça. Puis là, c'est quelles questions je peux dire pour relancer les enfants.
Puis là, bien, vu que c'est très en vogue, bien, il y en a beaucoup sur Internet. Fait que des fois, ça me fait un petit peu de la peine. On dirait que tout est devenu une causerie. Je Il faut bien choisir, avoir son intention en tête là, pour être capable de voir est-ce que c'est un modèle qui le fait. Mais notre but ultime, c'est d'amener les élèves à parler de maths de toutes sortes de façons, dans un petit moment court pour qu'on reste dans le plaisir. Puis, quand on arrête ça, ben les enfants ils ont le goût d'en faire encore. Fait que, demain, après-demain, on en fera une autre. Super bon. Puis c'est quoi les différents types de causeries qui existent ou les différents formats? Bien, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Puis on dirait que moi, à chaque fois que je cherche une nouvelle causerie pour répondre à une demande d'un enseignant, j'en découvre des nouvelles. Merveilleux. Il y en a vraiment beaucoup. Je te dirais que ceux qui sont peut-être les plus connus, il y a entre autres ce qu'on appelle les Kelly, les quel est l'intrus. Donc souvent 4 images, 4 nombres, 4 formes. Puis on essaye de trouver une raison pour laquelle chacun des objets, des images, des nombres pourrait être un intrus. Donc, on n'a pas qu'une seule réponse. Hein? Exactement. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que quand je vois des causeries sur Internet où là, il y a une seule réponse possible, je me dis, là, on est plus proche d'un exercice que d'une causerie. Tout à fait. Donc, ça donne la chance aux élèves de se trouver un intrus. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Fait qu'au moins, ils peuvent essayer quelque chose. Il y a les « que choisirais-tu ». Donc, souvent, on va offrir 2 options, puis on va demander aux élèves lequel tu choisirais, puis pourquoi. Puis, dans le fond, les 2 sont possibles. Ça dépend juste de la justification que l'enfant va nous donner. Puis, ça nous permet de voir aussi qu'est-ce qu'il comprend de ça. Comme par exemple des nombres de bonbons, des boîtes, des... Oui, bon, je te dirais un exemple classique, là, souvent que je donne, si je te fais choisir entre une demi puis un quart. Je te fais juste te montrer ces 2 fractions-là, puis j'ai un ami qui me dit, moi, je prendrais le 1/4. Pourquoi? Parce que 4, c'est plus grand que 2. Ah oui. Oh, OK, on a peut-être un petit quelque chose ici sur lequel on va avoir besoin de se représenter. T'sais. Fait que c'est des exemples comme ça. Il y a d'autres types de causeries qui s'appellent pareil mais différents, qu'on peut faire, entre autres, avec déjà commencer avec les tout-petits, des toujours, parfois, jamais. Ça, c'est quoi des pareils mais différents, puis des toujours, parfois, jamais? Bien, souvent, c'est ça, c'est qu'on va montrer 2 images, puis on va amener les enfants à dire qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que je vois, moi, de pareil ou de différent de ces 2 images-là. Donc, exemple, 2 représentations d'un même nombre, mais 2 représentations différentes. Bien, ce qui est pareil, c'est que c'est le même nombre, mais c'est différent et on ne l'a pas représenté de la même façon. Ça oblige les enfants à utiliser un vocabulaire maths aussi. Exactement, tout à fait. On a aussi plein de sortes de causeries de calcul mental, là, dont les parlons cubes, les splats. En tout cas, il y en a là, des C'est quoi les nouveaux, parlons? Moi, je veux tout savoir, on veut tout faire. Alors, vas-y, parlons cubes. C'est sur le site ressources, là, on en a mis plusieurs. Là, on essaie d'en ajouter au fur et à mesure qu'on les découvre. Ouais. Les parlons cubes, là, pour te faire une image, là, c'est un peu comme une forme qui est faite à l'aide de cubes. Okay. Puis, elle peut avoir plusieurs colonnes, plusieurs rangées, même en profondeur. Au début, on commence par une rangée, si tu veux, de profond, puis plus ça avance, plus il y en a. Okay. Puis les enfants doivent essayer de trouver combien de cubes il y a dedans, mais sans devoir tous les compter un à un, parce qu'il y a souvent des cubes qui sont même cachés derrière d'autres. Bien sûr. Est-ce que c'est important de faire plein de types de causeries ou on est mieux de se concentrer sur une pour développer des habiletés ou des habitudes chez les élèves? Bien, je te dirais que moi, à date, ce que je vois, c'est que surtout avec les petits, on est mieux d'utiliser le même format à quelques reprises pour que les enfants entendent les stratégies des autres, puis le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après, quand on en refait, bien, sont capables là, de s'en souvenir de ces stratégies-là, puis là, de les réutiliser. Fait qu'un ami qui n'avait pas d'idée, qui ne savait pas comment faire, entendre les idées des autres, bien, peut-être que la prochaine fois, ah oui, c'est vrai, il avait parlé de père impair. Ah, ça, je pense que je serais capable la prochaine fois. Puis là, je vais être capable de dire quelque chose. Puis pour nous aussi, comme enseignants, quand ça fait quelques fois d'affilée que je fais le même format, bien, moi aussi, je me familiarise avec ça. Fait que moi aussi, je développe ma capacité à relancer ou à donner des bonnes questions. Et quand on se sent compétent, on a le goût d'en faire souvent. Bien oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'avec les plus vieux, bien là, on est plus dans c'est le fun de varier parce que des fois, ils ont besoin là, d'avoir de quoi de nouveau. Fait que, tu sais, on va être capable de leur présenter là, peut-être un format varié plus rapidement. Super.
Fait qu'il y en a vraiment plusieurs. Fait que ça, c'est vraiment très chouette là, de pouvoir fouiller. Puis sur Internet ou sur le site Ressources, là, il y a plein de centres de services aussi là, qui ont pris des enseignants puis qui ont essayé de développer des banques. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de fouiller là-dedans. C'est souvent avec des images. Pour les petits, là, je disais l'autre fois au présco, là, avoir des vrais objets, c'est encore mieux. Tout à fait. Ça peut être tellement, tellement simple au préscolaire. Là. Je t'apporte un bâton de colle, je t'apporte un crayon. Dis-moi qu'est-ce qui est pareil puis qu'est-ce qui est différent. T'sais. Fait que déjà ça, allonger plus court, de développer ce vocabulaire-là, de comparer, là, ça peut être vraiment riche et c'est si simple. Il faut juste avoir l'idée puis avoir l'intention, mais il n'y a pas de préparation beaucoup là, avec ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Dis-moi, à part les causeries maths, là, c'est de ça qu'on vient de parler beaucoup. Oui. Il y a d'autres façons de faire des maths autrement. On a parlé un peu des problèmes déconstruits. Est-ce que tu peux nous présenter d'autres formats? Ben oui, il y en a vraiment plusieurs. Là, dans les maths autrement, il y a aussi plusieurs façons d'aller travailler la résolution de problèmes, que ce soit des petits problèmes de raisonner ou des problèmes un peu plus costauds. Entre autres, par exemple, il y a ce qu'on appelle les problèmes ouverts là, de type open middle, qui sont du genre, tu vois une boîte carrée dans laquelle il n'y a rien, plus une autre boîte carrée dans laquelle il n'y a rien, égale une boîte carrée plus une autre boîte carrée. Puis là, la consigne, c'est utilise les chiffres de 1 à 9, mais une seule fois chacun. Fait que si j'ai mis le 3 dans une des boîtes, je ne peux pas le reprendre dans une autre boîte. Puis là, il faut que ça marche, tout ça. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, quand on voit les enfants au travail, on est capable de les entendre discuter parce qu'évidemment, c'est chouette de faire ça en équipe. Ils font un premier essai, ça n'a pas marché, OK, on essaye d'autres choses. Puis quand j'en ai trouvé une qui fonctionne, bien, trouve-moi une deuxième. Fait que là, ça laisse le temps à ceux qui n'ont pas trouvé d'idée ou qui n'ont pas complètement terminé de finalement arriver à une équation qui fonctionne. Ça nous permet de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, le mot égal, qu'est-ce qu'il veut dire, le symbole du plus et du égal. Donc, on travaille nos termes manquants, on travaille nos expressions équivalentes, on travaille plein d'affaires. Ça, c'est à tous les niveaux. Là. Ton exemple était très, peut-être premier ou début du deuxième cycle, mais il y a aussi des nombres décimaux comme ça, des fractions. Tout à fait. Il y en a là, une panoplie. Oui. Donc, déjà, d'ouvrir à plusieurs solutions possibles, plusieurs réponses possibles, bien, c'est chouette parce que ça garde nos élèves engagés. Hein. Ceux qui réussissent rapidement, bien, eux autres, j'ai fini. Bien là, une deuxième, un troisième. Donc, ça devient comme des défis, un peu comme un jeu. Il y a également les maths en 3 temps. On en a vécu une justement avec la classe des Catherine. Donc, pour faire très, très court, en fait, on part soit de séquences vidéo ou d'images. Fait que c'est vraiment 3 temps différents. Donc, premier temps, on a une première vidéo. On se pose une question. On essaie de se trouver une question mathématique auquel on pourrait répondre à partir de ça. Puis après ça, un peu comme nos problèmes déconstruits tantôt, quelle information j'aurais besoin? Dans mon deuxième temps, j'ai une autre vidéo ou une autre photo, une autre image qui, là, va me donner certaines informations. Des fois, je ne les aurai pas toutes celles que j'aurais voulu avoir. Oui. Puis à partir de là, bien, on va aller essayer de solutionner notre problème pour qu'éventuellement, on puisse aller vérifier, valider la réponse que ça nous a donnée avec le troisième temps, donc la dernière vidéo ou la dernière photo. Fait que moi, je laisserais peut-être Catherine nous parler de celui qu'on a vécu dans sa classe, le biscuit des monstres. Bien, c'est qu'en fait, la première image, dans le fond, le vidéo commence, puis là, c'est clairement quelqu'un qui vide son épicerie. Donc, il dépose sur le comptoir un paquet d'Oreos. Là, il y a une main qui apparaît. On ne sait pas trop si c'est un chat, si c'est un monstre, si c'est quelque chose. Et là, il prend la boîte de biscuits. Elle disparaît. On entend clairement qu'il mange et ensuite, on remet la boîte de biscuits. Il remet la boîte de biscuits et on a le temps d'apercevoir qu'il en a mangé. Fait que là, suite à ça, on se dit, bon, mais là, les amis, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question mathématique suite à ce qu'on a vu? Là, c'est important de l'orienter. Nous, on sait où on s'en va, mais pas eux. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que nous autres, on est en contrôle, puis on gère ce moment-là. Là. C'est l'heure, des fois, de tricher un petit peu. Ben, on triche tout le temps. Moi, j'en ai fait là, des maths en 3 temps dans ma classe, puis tu sais, c'est là que c'est le plus important, parce que si on veut réaliser notre intention pédagogique. C'est fait que là, moi, quand ils s'enlignaient mal, là, je leur disais, hey, gang, on va se poser 3 questions
questions, puis votez pour votre préféré, fermez vos yeux, puis moi, je m'arrangeais pour que Et ça soit la bonne qui soit choisie. Oui. Puis quand Annie t'es venue, des fois, tu as des bonnes répliques. Ah, ça, c'est une bonne intervention, mais là, on n'ira pas dans ce côté-là. On va aller plus, tu sais. C'est correct de les réorienter aussi, je pense, parce que c'est nous, tu sais, on sait où on s'en va, là. Puis suite à ce visionnement-là, là, on dit la question qu'on a choisie, qu'on va aller travailler, bien là, on voulait savoir combien de biscuits le monstre avait mangé. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, l'estimation, c'est un concept mathématique que j'avoue, j'avais jamais tant le temps de travailler, que je ne prenais pas le temps, parce que dans ma tête d'adulte, c'était, ben oui, je sais que c'est à peu près 50, là, fait que, tu sais, j'avais de la misère à l'enseigner. Et là, dans ce type de problème-là, on se dit, ça serait quoi une estimation trop petite? Tu sais, le monstre, là, mettons combien, le chiffre trop petit qu'il en mange, puis le chiffre trop grand. Fait que là, quand Annie l'enseignait, j'étais comme, waouh, c'est ça, c'est vers ça, ça faisait du sens, tu sais. Fait que là, après ça, on est capable de le réinvestir. Puis là, dans un deuxième temps, on donne quelques informations et là, on a montré l'image de l'intérieur de la boîte d'Oreo pleine. Et là, après, tu sais, quand il en a mangé quelques-uns. Puis là, il y a plein de questions intéressantes. C'était-tu des doubles crèmes? C'était-tu des minces? C'était-tu spécial Noël? Puis ça, c'est correct parce que, tu sais, on les voit là, qui se posent des questions qui, pour eux, sont importantes. Puis là, on les ramène, on les réoriente. Ils sont allés compter au tableau sur l'image, un tableau tactile. Ils touchaient, ça partait, tu sais. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience, là. Puis je me souviens que ça a été quelque chose pour certains des élèves qui étaient peut-être en plus grande difficulté. Tu sais, des Oreos, là. Il y a une ligne brune, Ouais. il y a une ligne blanche, puis il y a une autre ligne brune ou noire. Ouais. Fait que là, il y a des enfants qui comptaient toutes les lignes, puis là, les autres, ils disaient, ben non, attends, un biscuit, c'est 3 lignes, fait qu'il faut compter par bond de 3. Je dis, oh, wow! C'est bon! Fait qu'on observe tout ça, puis on part de ça. Puis finalement, notre troisième temps, c'est d'aller valider notre réponse, combien il en a mangé, puis de faire le retour avec eux sur l'estimation. Est-ce que c'était pertinent? Est-ce que oui, on est dedans? Puis là, on fait le retour avec eux, puis ça se termine. Mais c'est vraiment Je pourrais continuer de vous en parler longtemps parce que je trouve ça tellement intéressant. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on l'anime le matin en 3 temps, celui des biscuits du monstre. Tout à fait. Un autre type là, qu'on a vécu la semaine passée, je pense. C'est vrai. Tu y vas souvent dans la classe? oui, j'aime trop Il ça. ne faudrait pas trop le dire d'un coup qu'elle pourrait plus venir. Je vais être jaloux, hein? Ah, mais moi, j'apprends autant que les Ouais. enfants là, à chaque fois que j'ai la chance d'aller dans la classe de Catherine. Donc, on a testé un menu maths. C'était la première fois que j'en faisais un en classe. J'en avais fait avec des enseignants, mais là, c'était vraiment chouette de voir comment les enfants allaient travailler avec ça. Donc, j'ai proposé ça à Catherine. J'en ai proposé 2, 3. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, elle a choisi celui qu'elle trouvait qui correspondait le mieux à ce que les élèves étaient capables de faire. Donc, en fait, le menu maths, c'est de trouver, c'est une liste, si tu veux, de contraintes. Puis, on essaie de trouver une réponse qui répond au plus de contraintes possibles. Fait que des fois, il faut juste s'essayer. Une première réponse, puis ça marche pour la contrainte numéro 1, mais ça marche pas pour les autres. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour que ma réponse, je puisse cocher 2 contraintes? Fait que ça a vraiment été intéressant là, de lever. Fait que je vais laisser Catherine vous raconter un petit peu celui qu'elle a vécu, puis je vous donnerai 2 petits éléments après. C'était pas tant... quand Annie m'a dit, on va en essayer un menu maths. OK. Oui, d'accord. Mais tu sais, j'ai fait en hiver, ça? C'est ça. Mais c'était surtout qu'on l'avait vécu comme adulte. Puis là, j'ai dit, OK, on le fait, on plonge. Fait qu'on avait 6 contraintes et les élèves devaient trouver un nombre qui correspondait au plus de contraintes possibles. Moi, j'ai des stations verticales dans la classe. Fait que ça veut dire que c'est des surfaces effaçables qu'on installe. On fait des équipes. Et là, on essaie. Donc là, les élèves avaient collé leur petit papier qu'on avait fait imprimer sur la station verticale. Là, ils essayaient. Fait qu'il y en a pour qui c'est super facile parce qu'ils ont trouvé une réponse et ils ont terminé. Là, je leur dis, ouais, mais j'ai une équipe, entre autres, en tête. Puis là, je leur dis, OK, vous en avez trouvé une, c'est parfait, mais est-ce qu'on serait capable d'aller cocher? Il y avait coché, je pense, 4 contraintes. J'ai dit, êtes-vous capable de trouver un nombre qui correspond à 5 contraintes? Là, je l'ai vu dans leurs yeux. Fait que là, ils ont dit, on le laissait. Ils m'en ont trouvé un. Je dis, puis à 6 contraintes, ça se peut-tu?
Oh là, ça a été le silence total. Je disais, je vous laisse, je reviens. Mais c'était pas possible, le 6 contraintes. Fait que ça les fait travailler. Puis pendant ce temps-là, il y en a qui ont trouvé 2 contraintes seulement. Mais super, là, on essaye d'en trouver plus. Puis c'est comme ça que ça peut C'est quoi se le travailler. type de contrainte? Tu veux-tu me donner des exemples? Des fois, ça Mettons, peut être là, flou. oui, exactement. Là, celui qu'on avait, là, c'était, par exemple, première contrainte, le nombre peut être représenté avec moins de 15 blocs de matériel base 10. OK. Donc, deuxième contrainte, le nombre est plus grand que 100. Ensuite, le nombre se situe entre 300 et 400. Fait que, tu sais, c'est toutes des contraintes comme ça, puis on s'oriente dans les nombres là, pour aller les trouver. Là. Ah, OK, c'est vraiment le fun. Oui. Ça a vraiment été beau de voir tout ce qu'ils nous ont sorti. Je comprends. Mais tu sais, je dirais que moi, puisque c'était la première fois, à chaque fois, j'essaie toujours de le faire en mode élève. Puis je me dis, un élève, il va commencer par faire quoi, mettons? Puis la première contrainte, je me suis dit, là, il risque de bloquer parce que le nombre peut être représenté avec moins de 15 blocs. Là, je voyais dans leur tête d'enfants, ils vont compter tous les petits blocs unités, puis ils vont dire, 14, Ah oui. 13, 12. Fait que là, je me suis dit... Mais plus grand que ça. Exact. Fait que là, j'ai dit, en partant, ils vont dire que c'est impossible. Il peut juste cocher une contrainte. Fait que là, je me suis dit, je pense qu'il faut que je donne un exemple. Puis là, j'ai demandé à Catherine, t'as-tu du matériel base 10 là, en vrai? Puis là, on a montré, par exemple, si je prends une plaquette de sang, si je prends une dizaine, ma barre de 10, puis une unité, ça représente quel nombre? Ah, 111. OK, mais j'ai combien de blocs là-dedans? 3. Les autres, ils se défont pas. Là. Ma barre, elle se défait pas, puis ma plaquette, elle se défait pas. Oh, OK, 3 blocs. Fait que, tu sais, j'ai quand même donné cet exemple-là. On l'a montré avec le matériel. Et pourtant, quand on a commencé, il y a quand même des amis qui étaient pris là puis qui me disaient, mais là, mettons que je fais ça, c'est combien de blocs, ça? Puis là, il était comme pas sûr. Fait que, tu sais, ça a été bon qu'on puisse... Mais c'était votre première. Oui. Tu sais, refaire ça avec une contrainte qui ressemble à ça, là, on changera le 15 blocs pour 12 blocs ou pour 10 blocs. Là, à un moment donné, ça va devenir Mais ce qui est plus important, naturel. c'est de faire une espèce d'analyse a priori de où sont les obstacles potentiels. Tout à fait. Puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter ou comme image ou comme peut-être comme petite explication de départ pour essayer d'amoindrir ces obstacles-là en partant. Super bon. Moi, là, j'aimerais ça vous raconter ma première causerie maths. Je me place en mode invité un petit peu parce que ça a été vraiment décisif dans ma carrière, où est-ce que je me lançais au niveau des mathématiques. Je sortais du RIM et au RIM, tu en as parlé un peu tantôt, Catherine, mais moi, j'ai compris tout à quel point, finalement, l'estimation, c'était essentiel. Moi aussi, je faisais ça vite, vite dans mon plan de travail où je sautais le chapitre. Et puis, là-bas, je me suis rendu compte, finalement, il y a des gens autour de moi qui m'ont fait rendre compte aussi que quand on prend l'habitude de faire estimer nos élèves avant un problème, et si l'élève, il arrive, il pense qu'il devrait arriver autour de 200, ou encore, il va se donner son estimation la plus petite et la plus grande. Quand il fait son problème, si finalement, il pensait que ça allait être autour de 200, puis qu'il arrive à 22 343 et 27, là, il faut qu'il y ait un petit drapeau rouge qui allume dans sa tête. Puis ça, c'est ça qui m'inquiétait, c'est que mes élèves, je trouvais qu'ils ne se posaient pas de questions. T'sais, ils venaient me porter leur réponse, ça n'avait pas de sens, puis ils s'étaient jamais questionnés. Fait que je me suis rendu compte qu'en travaillant ça, je pourrais peut-être développer chez eux un certain doute puis une certaine pensée critique par rapport à leur travail. Donc, j'entends parler d'un site qui s'appelle Estimation 180, que j'aime vraiment encore autant à ce jour puis que je vais visiter régulièrement. C'est 180 estimations, donc une par jour d'école. Et je commence ma première causerie maths avec ça. Et on a M. Stadel, qui est le monsieur, je pense, qui a fait le site, Annie. M. Stadel, il est posé en avant d'un paysage avec une clôture. Puis on te demande, combien mesure M. Stadel? Puis tu as un petit reveal après pour une rétroaction rapide. Alors, mes élèves se lancent. Moi, je pense qu'il mesure 1 mètre. Moi, je pense qu'il mesure 3 mètres. OK, ça mesure combien de personnes en général? Je le sais pas. Et là, quelqu'un lève la main. Il me dit, moi, je trouve qu'il ressemble à la grandeur de mon père. Puis mon père, il fait 6 pieds 1. Oh, OK. Puis là, mettons, 6 pieds 1, c'est plus petit ou plus grand que 3 mètres? Lequel on enlève là-dedans?
Puis là, comment ça? On n'apprend jamais les pieds à l'école. C'est quoi cette patente-là de pied? Un pied, c'est quoi? Ah ben c'est un pied. C'est évident. On a un pouce, on a un pied. C'est une mesure de pied. Fait qu'étant moi-même, je monte sur une table, je me dis, on va mesurer avec mes pieds la longueur de la table. Puis on arrive à la conclusion que la table mesure 8 pieds. Puis je fais super. Les amis, maintenant, Annabelle, tu veux-tu venir mesurer avec tes pieds, voir comment ça mesure? Ma puce, elle monte, je la tiens en sécurité, là, aucun enfant n'a été maltraité. Je la tiens, puis là, elle mesure, puis là, on arrive à 12 pieds, puis là, je fais « Hey, les amis, c'est drôle, parce que la table, elle mesure plus grand quand Annabelle la mesure. » Exact. Et là, on brasse des affaires, là, les mesures universelles, on jase. Puis tout ça, là, finalement, ma causerie a duré plus que 15 minutes. C'était ma première. Mais on se met à faire des proportions. Puis là, mes élèves dessinent là, la grandeur de la clôture. Puis là, M. Steidel, il est à peu près 2 fois de la clôture, même peut-être un petit peu moins. Bref, ça brasse des affaires. Puis pendant qu'on brasse ces affaires-là, puis que je trouve merveilleux, moi, je regarde un élève. Appelons-le Nolan. Nolan est arrivé dans ma classe 6 semaines avant. Il est visiblement très peu intéressé par l'école. Et moi, tout le long, je le regarde parce que c'est la première fois qu'il regarde ce qui se passe dans la classe en 6 semaines. Et moi, j'avais tenté d'évaluer cet élève-là. Je voulais savoir où est-ce qu'il était rendu. Il arrivait d'un autre centre de service. J'avais pas de bulletin, j'avais rien. Puis j'essayais de l'évaluer, puis ça donnait rien. Tu sais, j'avais pas d'évaluation de mathématiques de terminée. Et je sentais que cet élève-là avait un potentiel. Et pour la petite histoire, il s'est fait évaluer plus tard. Il y avait quand même un HPI, un haut potentiel intellectuel, une double exceptionnalité avec un TDA. Bref, ça faisait tout un mélange qui lui amenait des comportements d'opposition. Quand j'ai vu qu'il le regardait sans arrêt, j'étais un peu excitée, puis je me suis dit, tiens, on recommence demain, puis on verra. Bref, M. Steidel, il mesurait 1,93 m, s'il y en a qui sont intéressés de le savoir. Un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Le lendemain, je repars, puis là, on a une photo de M. Steidel avec sa femme et avec son enfant. Et là, on demande, combien mesure la femme de M. Steidel? Mes élèves partent. Bien, là, moi, je me rappelle que Yari, il mesurait 1,93 m. Puis là, sa femme, elle a l'air de mesurer à peu près une tête de moins, plus un petit bout de menton. D'accord. Alors, de 1,93 m, il faudrait enlever une tête, la gang. Comment ça mesure une tête? Puis, ça repart 12 cm, 60 cm. Et là, c'est aléatoire, très, très aléatoire. Et à un moment donné, mon ami Nolan, il se lève debout, fâché. Et il dit, « Hey, mesurez-en une tête. On en a 27 ici. » Et malgré le fait qu'il était visiblement très irrité de la situation, moi, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'il était arrivé, qui était de l'engagement. Wow. C'est ça. Ouais. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Fait que moi, ça a viré à l'envers, on dirait, ma façon de concevoir les maths, puis mon goût d'en faire. Comme on a dit tantôt, ça venait de donner du sens. Exactement. Ouais, belle histoire, Pascal. Merci. Ça fait plaisir. Maintenant, pour les enseignants qui nous écoutent, j'ai quelques petites questions en rafale. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer concrètement, en fait, comment ça se vit vraiment dans une classe, ça, les maths autrement? Puis Catherine, de ton côté, c'était quoi ton point de départ pour travailler autrement dans ta classe, en fait? Puis ensuite, qu'est-ce que tu as découvert chez certains de tes élèves que tu n'arrivais pas, en fait, à découvrir quand que tu enseignais de façon traditionnelle? Bien, en fait, j'ai commencé par faire une situation avec Annie qui était de niveau inférieur à ce que mes élèves étaient capables de faire. Fait qu'on est allé, les ballons, c'est fin premier cycle, si je ne me trompe pas. On avait fait la limonade, je pense aussi. Oui, aussi, parce qui qu'on était voulait... plus deuxième année. C'est ça. On voulait vraiment pas que les concepts mathématiques, ça soit un obstacle. On voulait vraiment juste apprivoiser la bébite, comme dirait Annie. Puis on est allé comme ça, puis ça a sécurisé tout le monde. Ce qui m'a sécurisé aussi beaucoup, c'est que c'est Annie qui a animé la première situation de maths autrement. Fait que j'ai pu voir comment elle fonctionnait, j'ai pu voir c'était quoi ses stratégies. On travaille aussi sur des stations verticales quand on fait des maths autrement. Donc, au début, on a essayé les pancartes électorales. C'était pas gagnant parce que ça tient pas bien sur la surface quand on les place debout, là. Ça s'efface pas bien. Fait qu'après, on est allé chercher un meilleur matériel. Puis,
je pense que quand on commence à travailler des maths autrement, il faut accepter l'inconfort que ça va occasionner. Puis l'inconfort que ça nous occasionne, parce que c'est tellement rassurant de travailler dans un cahier. Et moi, mes élèves adorent travailler dans le cahier. Oui. Mais quand on sort de là, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les bons techniciens sont vraiment inconfortable dans la situation de maths autrement. Puis c'est là que c'est riche. C'est là qu'on va chercher nos élèves qui sont en difficulté de lecture, mais qui catchent tout de suite comment ça fonctionne, puis c'est quoi qu'il faut faire. Nos élèves à qui, souvent, je donnerais 20 $ pour aller au dépanneur, mais que dans le cahier ou dans le résoudre, ou c'est laborieux parce que ça les bloque. Fait que c'est vraiment ça qui fait en sorte que ça vient chercher autre chose. Il faut aussi faire attention avec nos élèves qui ont leur inconfort, c'est de travailler en équipe avec quelqu'un que tu n'as pas vraiment le goût, travailler en équipe avec quelqu'un qui ne travaille pas comme toi, partager ta surface verticale quand tu as des rigidités, c'est pas tout le temps facile. Mais je pense que quand nous, comme enseignants, on a organisé et contrôlé ce qu'on pouvait contrôler, on se lance, puis on le laissait. Puis je pense que c'est là que ça vient intéressant. C'est sûr que moi, ce que je voulais travailler à travers ça, c'était les traces. Tu sais, parce que, comme tu disais tantôt, Pascal, on enseigne une façon de faire. On veut que les traces soient claires. On veut que ta feuille quadrillée soit séparée en 4, que tu aies mis l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Mais quand dans ta tête, c'est pas ça, c'est difficile. Fait qu'on a vraiment été travaillé suite à la première situation. On a dit, regardez, ces traces-là sont vraiment intéressantes. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a du dessin, parce que c'est clair, parce que... Fait avec cette intention-là, c'était plus facile après d'aller faire le retour et tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur, c'est ça, d'aller favoriser une communauté d'apprenants. Puis ça, des fois, ça nous place dans un certain inconfort. Puis, tu sais, là, je ris parce que j'ai une situation qui me vient en tête avec Annie. Quand on a fait la première situation, Annie, elle avait dit, on va les placer en équipe. On les place en équipe. Là, tu prends un jeu de cartes, tu mets, mettons, une paire de 2, 3, 4 et ainsi de suite, puis tu distribues les cartes à tes élèves. Fait que moi, j'avais spoté mon élève dans le fond de la classe que je sais qu'il ne peut pas travailler avec n'importe... Bien, en fait, que je pensais qu'il ne pouvait pas travailler avec n'importe qui. Donc, j'organise mes cartes, j'arrive pour les donner à mes élèves. Et Annie me dit, « Madame Catherine, on pourrait même faire piger les élèves. » Mais moi, j'ai placé ma paire de 2 en dessous parce que je veux que mes 2 élèves, dans le fond, ça soit ça. J'ai jeté un pavé dans la mort, sans le savoir. Et finalement, ça a été merveilleux parce que je me suis rendu compte que mon élève, tu sais, c'est ça, je voulais pas me placer, moi, en inconfort, mais dans le fond, ça s'est très bien passé, puis ça favorise, c'est ça, notre communauté d'apprenants, puis ça fait du bien dans ce qu'on vit, là. Voilà. Oui, puis la recherche, elle nous le dit, hein, que c'est vraiment avec des équipes visiblement aléatoires que c'est le mieux de travailler pour instaurer la communauté d'apprenants. Donc, c'est sûr que les enfants sont spontanément portés à aller vers leurs amis ou vers des gens qui réfléchissent comme eux. Mais là, le fait d'être avec quelqu'un d'autre, puis de savoir que chaque fois, on va piger au hasard, bien, c'est pas organisé avec le gars des vues, là, tu sais, puis on le nomme dès le départ. On fait ça parce qu'on apprend des autres. Puis en plus, le fait qu'on a travaillé sur des surfaces verticales, bien, à tout moment, on a le droit de se retourner de bord puis d'aller regarder les traces des autres pour se donner des idées quand on est bloqué. Puis des fois, on le fait... Moi, je me souviens d'une autre classe là, où je suis allée, où les élèves voulaient même mettre des paravents pour pas que les autres voient ce qu'ils font. Puis là, je me disais, bien, on les met au mur, là. C'est vraiment pour que les autres voient ce que tu fais. Puis il y avait des équipes qui ne voulaient pas. Fait qu'au début, on a accepté les paravents, puis tranquillement, on a ouvert, puis là, on a dit, aujourd'hui, on fait une visite guidée des traces de tout le monde au milieu de notre résolution de problèmes. Peut-être que ça va nous donner d'autres idées pour améliorer nos traces, améliorer nos dessins. Il y en a qui ne dessinaient pas, là, ils se sont mis à dessiner. Donc, je pense qu'il faut tout simplement le nommer aux enfants dès le départ. C'est quoi ça, une communauté d'apprenants? Pourquoi ça vaut la peine qu'on se partage nos façons de faire, qu'on regarde comment les autres fonctionnent? Puis, tu sais, je trouvais ça chouette aussi parce qu'avec Catherine, on a dit pratiquement à chaque fois, hey, là, la gang, on essaye quelque chose. On teste, vous êtes nos testeurs chouchous. On teste quelque chose avec vous autres. Puis on prend leur pouls aussi après. Comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour que l'expérience soit encore mieux la prochaine fois? Donc, ils font partie prenante de ça. Puis nous aussi, comme adultes, on apprend là, pendant qu'on fait ces expérimentations-là avec eux.
Tout à fait. C'est beaucoup d'affaires à placer. Puis on peut le placer avec les enfants, mais il faut le placer. Puis Annie, je veux juste revenir quand tu dis visiblement aléatoire. Là. Ce que tu tentes de nous dire, c'est qu'il faut que ça soit visible aux yeux des élèves. Oui, tout à fait. C'est qu'ils ont souvent l'impression puis avec raison, hein, ils ont souvent l'impression qu'on s'arrange avec le gars des vues. Puis on s'arrange avec le gars des vues. On le fait. Sauf que c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. Fait que le fait de le faire vraiment avec eux qui voient, puis même que tu me disais que même quand on utilise des systèmes numériques un peu plus, même ça, ils ont l'impression que c'est arrangé. Fait que c'est pour ça que l'idée des jeux de cartes, l'idée de quelque chose qui est vraiment... J'avais souvent cette question-là. Mélanie, quand tu fais les équipes, on est-tu mieux de mettre des faibles ensemble, des forts ensemble, mélanger un fort, un faible? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le mieux? Bien, c'est aléatoire. C'est ça que la recherche nous dit qui met le plus en place la communauté d'apprenants. En maths, tu sais, parce que souvent, on va dire... tu sais, je pense beaucoup en français où on va monter des partenaires de lecture, des partenaires... Il faut le réfléchir un petit peu plus. Là. Mais vraiment, en maths, l'aléatoire, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est ce que la recherche nous dit. Puis en tout cas, c'est ce qu'on a testé avec Catherine dans l'autre classe. Ça le fait, là. À un moment donné, les enfants finissent par le voir, là, la plus-value à ça. Bon, là, je veux pas paraître du gars grincheux ou négatif. On en a parlé un petit peu à Annie tantôt. On sait où tu t'en vas. Oui, par contre, tu sais, il y a des enseignants qui nous disent, moi, là, la gestion de classe, c'est pas si facile. Comment qu'on peut faire vivre ça? En fait, dans une classe qui est difficile, dans un milieu qui est défavorisé, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se vivre facilement? Comment on fait ça? Tellement. Bien, tu sais, c'est qu'en fait, là, j'ai l'air de la fille je suis convaincue. Fait que je pense que je vais le partager. Mais je pense qu'il faut arrêter de se mettre des limites. Puis il faut d'autant plus en milieu défavorisé où on est conscient de leurs défis, on est conscient de vers quoi ils s'en vont. Il faut rapidement les amener à se questionner et à se poser les bonnes questions pour devenir des citoyens engagés dans ce qu'ils seront. Fait que oui, c'est insécurisant. Oui, parfois, c'est stressant. Mais je pense que en enseignement, on vit l'inconfort à tous les jours. Fait que c'est important de ne pas avoir peur de le faire. Puis en milieu défavorisé, on a beaucoup de services. Fait que c'est pas avoir peur de dire « Hey, viendrais-tu t'occuper de mon groupe pendant que moi, j'enseigne quelque chose? Viendrais-tu avec moi? » Ou, tu sais, demander à Annie comment elle vivrait, comment ça serait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit agréable, mais de vraiment pas avoir peur de plonger le plus vite possible. D'en jaser avec nos collègues, combien de fois on a vécu des situations, puis qu'après, je disais à mes collègues d'étage, « Hey, c'était malade, les filles, j'ai fait ça. » Tu sais, vraiment de partager la bonne nouvelle parce que c'est vraiment intéressant puis c'est vraiment payant pour nos élèves. C'est ça qui est intéressant là, le plus possible. Là. Catherine, moi, j'aime vraiment ta lunette d'école défavorisée. Ouais. Ça fait quelques fois que tu le nommes. Vous avez une réalité qui fait que les maths autrement, ça peut être vraiment gagnant. Ouais. Moi, par exemple, je veux parler de la réalité aussi puis les lunettes des écoles favorisées. Parce qu'en école très favorisée, on a beaucoup d'anxiété de performance. Tellement. Et ça, les maths autrement, là, quand tu disais tantôt, nos super procéduriers là, sont bons, mais ils sont très déstabilisés quand on leur enlève ce qu'ils connaissent. Puis là, ils deviennent anxieux. Fait que c'est autant bon pour d'autres raisons, dans d'autres types de milieux. Puis là, évidemment, qu'on ne parlera pas des milieux moyens, mais on en a de tous les genres. Fait que j'aime vraiment nos lunettes différentes. Moi, j'ai envie de dire, puis tu sais, j'ai trouvé ça super beau. Puis j'ai trouvé aussi que tu t'étais montrée vulnérable quand tu m'as dit, ben moi, ma première causerie maths, elle n'était pas super. Puis ça me tentait pas tant d'en refaire. Puis je pourrais me confier ce matin. J'ai vécu quelque chose. C'était tellement pas bon. C'était vraiment plate. Je l'ai fini. Puis j'ai fait... j'ai regardé ma stagiaire. Puis j'ai dit, ben non, c'était pas ça là, aujourd'hui. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Puis je l'ai nommé aux élèves. J'ai dit, hey, les amis, sérieux, c'était plate. Hein? Ils m'ont regardé. Mais c'est ça. Fait que tu sais, mais c'est tellement important qu'ils nous voient comme ça parce que ça leur montre que c'est correct aussi, tu sais. Mais toi aussi, tu es un être humain, que toi aussi, tu fais des erreurs puis tu fais partie de la communauté d'apprenants. C'est ça que je trouve beau. Puis, en fait, où je m'en allais, c'est que c'est surtout vraiment important de ne pas se décourager. C'est la première fois, tu sais,
bon, je sais, j'étais en mentorat, puis des fois, on essaye quelque chose, puis là, les gens, ils vont dire, je l'ai essayé, c'était pas super, j'ai arrêté. Non, c'est ça, là, tu y étais presque. Essaye une deuxième fois, une troisième fois. Copie-colle ton modèle, là. Tu sais, mettons que tu veux pas, on va prendre une causerie en format, on fait la même affaire, mais on peut trouver des solutions aux 2, 3 affaires qui ont mal été. Parfait, tu sais, on y va. Puis pour vrai... Moi, j'ai pas d'exemple là, autour de moi où finalement, ça a fini que la personne a dit avoir su, j'aurais jamais commencé. Ouais, c'est ça n'existe pas, là. Tu sais, tout le monde est content, finalement, de l'avoir souvent, fait. Quand on arrive à ce constat-là, puis qu'on fait une analyse après, on se rend compte qu'il y a peut-être tel élément. Oui, ça, j'aurais peut-être dû nommer ça aux élèves dès le départ. Oui, c'est vrai que... Tu sais, je me souviens d'une prof, entre autres, on avait fait cette analyse-là parce qu'elle était un petit peu déçue là, de cette première expérience-là. Puis elle me disait... Oui, dans le fond, ils ont tout de suite essayé de trouver la réponse. C'était donc bien important. Puis aussitôt qu'ils l'avaient trouvé, j'avais comme plus grand-chose à faire. Oui. Fait que la prochaine fois, on va la donner en partant la réponse. Ça va régler le problème. Nous, c'est pas ça qui nous importe, c'est comment tu t'y es pris. Ça met tout de suite la loupe sur la bonne affaire que nous, on veut regarder. Fait que là, on vient peut-être de se donner une petite chance là, d'avoir accès un petit peu plus à comment les élèves s'y prennent, puis c'est quoi leur démarche, puis c'est quoi sa première étape. Puis, c'est super bon. C'est des petits détails comme ça que des fois, quand on a été deux pour le vivre, après, on est capable de s'en parler, que ce soit avec une CP, avec un mentor ou que ce soit avec une collègue. Comme tu disais, Catherine, là, c'est chouette de pouvoir échanger un petit 5-10 minutes. Puis, je me souviens d'une fois où j'étais avec Catherine, puis on venait de venir, je pense, vivre la deuxième tâche à coupon. Puis là, Catherine, elle me dit j'aimerais ça en refaire une autre avant Noël. Puis là, il me semble que, tu sais, si on avait quelque chose sur une recette ou je sais pas trop. Puis là, on se mettait à chercher. J'essayais de fouiller dans les sites que je connaissais. Puis à un moment donné, j'ai dit il nous reste pas beaucoup de temps. Je dis mettons, là, t'avais quoi en tête, là? Fait que là, elle avait déjà son idée. On pourrait faire une recette. Puis là, j'ai dit OK, mais une recette. Comme quoi, mettons, elle était là, mettons, tu sais, des Rice Krispies, là, c'est facile à faire, là, puis je pourrais peut-être même le faire avec les élèves. Fait que, tu sais, j'y ai monté un slide, là, bing bang, je trouvais une petite vidéo, puis on a essayé de voir quel coupon on ferait, puis, tu sais, on l'a monté rapidement, là, juste pour avoir un petit quelque chose. Puis quand je suis revenue dans sa classe plus tard, puis comment ça a été, les Rice Krispies, ça a l'air que vous avez fait ça. Hey, là, j'en revenais pas de voir tout ce que les enfants me disaient. Mais madame, quand on a eu fini, là, on s'est posé la question. Oui, mais il y en a, là, des Rice Krispies qui sont tout emballés, là. Fait que, tu sais, ça coûterait-tu moins cher de les acheter tout emballés? Parce que c'est pas mal moins d'ouvrage. Puis là, ils se sont mis à se questionner là-dessus puis à aller comparer des prix. Là, j'ai dit, oh, wow. OK, là, les amis, vous venez de me donner des idées comment rajouter des vignettes dans ma présentation parce que là, j'avais pas pensé à ça du tout. Puis là, je me disais, là, on donne du sens à nos maths. Voilà. Là, ça y est, là il voit la raison. C'est pas un problème que je t'ai mis toutes les infos, puis maintenant, je gère ça. Non, là, les infos, ils venaient même d'eux autres, puis ils se posaient des questions supplémentaires. Puis là, je me dis, OK, là, on tient quelque chose. Là, c'est vraiment intéressant. Là. Ce que je comprends, c'est que c'est un pas à la fois. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. On se lance un petit peu, on essaye. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. C'est pas grave. On se décourage pas. On reprend. Puis, tu sais, j'ai le goût de nommer un petit truc, là, tantôt. On parlait de communauté d'apprenants, puis tout ça, puis d'équipes visiblement aléatoires. Puis j'ai vécu avec certains mentorés une déception des élèves. Tu sais, tout de placer, là, justement, là, avec qui tu vas te mettre en équipe, puis tout ça. Quand c'est ça à chaque fois, puis qu'on répète à chaque fois, puis qu'on le sait, on fait des maths autrement, parfait, c'est l'heure que Mme Catherine sort son jeu de cartes, parfait. Fait qu'on vit plus ces déceptions-là, mais la première fois, ça se peut que oui, tu sais, ça va se placer. C'est ça que je voulais dire. Un petit message d'espoir. Tout à fait. Mais oui, un pas à la fois, là, c'est vraiment important de se respecter là-dedans, puis de prendre les bouchées un petit morceau à la fois pour qu'on reste dans le bonheur. Là. Exact. Alors, mesdames, si là, demain matin, on a le goût de se lancer, par où on commence? Bien, moi, j'aurais le goût de dire, les causeries, c'est sûr que c'est un petit format. C'est 15 minutes. Des fois, ça s'étend, là, on s'entend parce que on s'emballe, puis les enfants se mettent à jaser. Puis ça se peut que la première qu'on fait, c'est comme, finalement, après 5 minutes, il y a comme plus grand-chose à dire. Bon, bien, c'est OK, c'est super. C'est on en grave. fera un autre demain, c'est tout. T'sais. Mais le format 15 minutes est quand même plus accessible, plus facile à mettre quelquefois. Puis quand on fait une causerie,
un petit élément là, que je n'avais pas précisé tantôt, mais il y a des façons de l'animer. Là. On commence à entendre parler de plus en plus là, du pense-parle-partage ou de la façon de l'animer avec les mains. Là, je lève un pouce si j'ai une idée, je lève le doigt si j'ai 2 idées, je mets ma main sur mon cœur, puis je donne une première minute ou 30 secondes de réflexion pour que mes élèves les plus lents s'engagent, partent leur roue dans leur tête, commencent à réfléchir à quelque chose. Puis ça, je le remarque souvent, les gens qui commencent à faire des causeries, ça retombe vite dans nos vieilles habitudes de poser une question, puis là, j'ai des élèves qui lèvent la main, puis finalement, c'est toujours les mêmes qui répondent. Puis ce que je veux, c'est que tous les élèves essayent de trouver quelque chose dans leur tête. Fait que le premier 30 secondes ou 1 minute chez les plus vieux, là, si on veut, il n'y en a pas de main qui se lève. Là, c'est le pense. Ou là, c'est la main sur le cœur, je réfléchis. Puis après ça, bien, ça va me permettre de donner du temps, après ça, de jaser avec le voisin, puis ensuite de faire un partage ou d'avoir une idée, 2 idées. Je vais peut-être finir par me rendre à une idée pendant que les autres sont rendus à 3, 4 idées déjà qui ont réfléchi. Fait que cette première minute, 30 secondes-là, où je la donne à tout le monde pour qu'ils puissent commencer à réfléchir à quelque chose, est vraiment importante. Là, très dans précieuse, tout ouais, à fait. Tout à fait. Puis que... tu serais souvent escamotée, cette période-là, Oui, là, dans d'autres contextes. Oui. Donc, effectivement, c'est très précieux. Fait qu'on commence par où? Nos ressources? Bien, tu sais, sur notre site ressources là, du centre de service, j'ai un petit endroit où ça s'appelle Maths autrement. Puis là, ben là-dedans, on a essayé de mettre, puis on continue là, de mettre des ressources au fur et à mesure qu'on en trouve des belles. Puis qu'on en expérimente aussi en classe. On ajuste des affaires, puis là, on les place. Donc, il y a toute une section là, sur les causeries par format, par cycle, etc. Donc, vous allez pouvoir là, en découvrir plusieurs là. Puis, pour les autres sections de maths autrement, bien, vous allez avoir justement là, des maths en 3 temps, des open middle ou des problèmes ouverts, des problèmes déconstruits. Bon, il y a des menus maths. Là, ça commence là, suite à ce que j'ai testé avec Catherine. On en a déposé quelques-uns. Donc, ça s'en vient, ça se construit. Nous aussi, là, notre site de ressources là, en lien avec ça. Puis, tu sais, pour le premier cycle, là, les tout petits... Vous avez une section juste là-dessus. Oui, ça commence de plus en plus parce que des fois, on essaie d'aller vers quelque chose où on a peu ou pas de lecture. Tu sais, on a beaucoup de non-lecteurs là, à ces cycles-là. Donc, il y a plein de choses qu'on essaye là, avec des classes. Fait qu'au fur et à mesure, on dépose là, ces éléments-là là, ou ces activités-là avec peut-être plus de matériel, de manipulation. Là. J'en ai vécu une justement à Saint-Paul la semaine passée avec des blocs Lego. Là, puis je pensais pas que ça allait marcher aussi bien, mais ça a été vraiment chouette. Puis là, la prof, elle me donnait déjà des idées comment l'améliorer. Fait que là, on va pouvoir déposer tout ça. Là. Super bon. Il y a un grand sage aussi qui s'appelle Jean-Luc Lemieux qui nous avait dit un jour, un risque pédagogique, ça se prend à 2. Oui. Donc, tu en as parlé un peu tantôt, Catherine, mais n'hésitez pas, là, il y a des mentors dans l'école, il y a des CP qui sont disponibles. On peut décider qu'on fait du team teaching pour faire des maths autrement. On s'entraide d'une prof et l'autre. À 2, c'est plus confortable, c'est plus sécurisant. C'est plus facile. Puis je te dirais peut-être un dernier petit élément là, que moi, je dis à l'occasion, puis je me rends compte que les enseignants me disent « Ah, depuis que je fais ça, ça m'aide. » Je le mets dans l'horaire. C'est ça que tu allais dire, Catherine. Je t'ai volé ton point, je veux dire. Oui, non, vas-y, c'est ton idée, parce que je te copie, dans le fond. Bien, tu sais, que ce soit pour faire de la résoudre autrement, de la résolution de problèmes autrement ou des causeries ou peu importe. Quand je le place dans mon horaire, c'est un peu comme... Quand je m'en vais chez le physio, bien, si je ne place pas mes périodes d'exercice dans mon horaire, bien, j'arrive, je me dis, oh non, finalement, je ne les ai pas faites. Fait que le fait de le mettre dans mon horaire, bien, P3, tel jour, jour 4, ça irait bien. Ça se peut qu'il y ait des jours 4 que ça ne marche pas, mais il est placé dans l'horaire. Fait que qu'est-ce que je fais cette journée-là? Bien, là, je vais fouiller dans mes ressources. J'ai-tu un collègue qui est disponible ou... Non, je pense que je suis prête à l'essayer par moi-même. Je l'ai fait avec quelqu'un la dernière fois. J'y vais. Fait que, le fait de le mettre dans l'horaire, bien souvent, ça nous aide à aller chercher notre ressource pour cette période-là ou ce 15 minutes-là. Puis, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas s'emballer. De dire, OK, là, ça y est, c'est pas ça l'objectif. Là, de prendre... À partir de maintenant, je travaille en maths autrement. Ça, c'est un mauvais plan. Moi, ça m'a pris du temps là, avant de dire, OK, je le fais, puis tout ça, de se laisser le temps, puis d'en parler. Moi, je me suis rendu compte à l'école que mon orthopédagogue, elle connaissait ça. Elle avait plein, elle avait travaillé dans son ancienne école. Fait que, de vraiment prendre le temps, puis c'est ça, de ne pas avoir peur aussi de demander du temps de libération, de vraiment juste jaser, puis de se laisser le temps. C'est ça qui est important, je pense.
Tout à fait. Tant que ça nous permet aussi d'entendre nos élèves qu'on n'entend pas souvent. Quand on voit ça, Ouais. puis on entend des belles affaires. Tu sais, combien de fois tu m'as dit « Oh, mon Dieu, hey, un tel! » Puis, fait que là, je me dis, ça, là, c'est notre paye. Hein? Fait que c'est ça qui fait qu'on a envie d'en refaire parce que là, ça a permis à tel ou tel élève de nous montrer ce qu'il était capable de comprendre ou de faire, alors que d'habitude, j'ai pas accès à ça ou dans d'autres. Ça n'empêche pas qu'on continue aussi là, à faire du traditionnel, mais ça fait du bien des fois de pouvoir avoir ces inputs là, de ces élèves-là qui nous préoccupent souvent. Ah, merci les filles. Quel beau moment on vient de passer avec vous Vraiment. autres. Merci. Merci beaucoup fait pour plaisir. Merci à vous autres. cette discussion-là super inspirante. On repart avec plein d'idées, hein, puis surtout l'envie d'oser un petit peu puis de changer nos méthodes. Et ce n'est que le début parce qu'une partie 2 s'en vient très bientôt. Si cet épisode-là vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager à un collègue et venez nous écrire pour nous dire ce que vous mettez en place dans vos classes. On a vraiment envie de savoir. Effectivement, Pascal, on va vous lire, ça nous nourrit. Merci d'avoir été avec nous, puis on vous remercie encore une fois. Et on remercie aussi la Boîte Ronde de nous accueillir dans leurs magnifiques locaux. À bientôt!